Nous allons poursuivre notre grande soirée. Direction le département de la Manche. Dans un instant, nous allons accueillir les candidats de la 3e circonscription de ce département, celle de Coutances-Valognes. Mais d'abord, on voit les enjeux avec Pierre Maripeau. C'est un territoire entre terre et mer qui s'étend de la côte des Havres au cap de Carteret. La 3e circonscription de la Manche est une terre peuplée de 137 000 habitants. Coutances, la sous-préfecture, en est la principale ville. Mais ce pays est avant tout rural. Chaque année, la foire millénaire de l'Essai en rappelle les racines agricoles. Sur cette terre, l'homme est aussi un cultivateur de la mer. Le plus grand bassin conchilicole de France est situé sur la côte ouest du Cotentin. Au nord de la circonscription, la centrale nucléaire de Flamanville est un autre poumon économique. L'ouest du Cotentin a quasiment vaincu le chômage. Le pays est proche du plein emploi. Mais les actifs occupent majoritairement des postes d'employés et d'ouvriers qui offrent des revenus modestes. Or, il n'est pas simple de se loger à tarif abordable dans ce secteur où le tourisme confisque les biens sur toute la bande côtière. Par ailleurs, un habitant sur 3 est à la retraite, mais plus les besoins de médecins se font sentir, plus le désert médical avance. Cette circonscription est la terre d'élection de l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, réélu en 2022 face à son adversaire de gauche. Mais ici aussi, le Rassemblement national s'enracine. Voilà, notre grande soirée débat se poursuit sur les antennes de France 3, Normandie et France Bleu. J'accueille sur ce plateau les candidats de cette 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances-Valognes. Ils vont être 4 à débattre dans quelques instants, pendant 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour convaincre vos électeurs. Stéphane Travert, pour le parti Ensemble, majorité présidentielle, sous l'étiquette Renaissance. Bonsoir. Bonsoir. Député sortant de cette circonscription. Face à vous, Gaël Vérov pour le Nouveau Front Populaire, candidate du Parti Socialiste. Bonsoir. Communiste. Et communiste. Parti communiste, pardon, oui, absolument, oui. Christian Guyot pour Reconquête. Bonsoir. Bonsoir. Et Stéphanie Maubet, bonsoir. Vous vous présentez comme candidate sans étiquette. Mais vous êtes maire de l'Essai et vous avez été élu sur la liste de la majorité régionale, derrière Hervé Morin, lors des dernières élections. Je précise que nous avions également invité Pierre Giry, le candidat du Rassemblement national, soutenu par les Républicains. Il a refusé de participer à ce débat et nous le regrettons. Comme d'habitude. Oui. Voilà. Nous sommes dans une circonscription, vous l'avez compris, très rurale, avec 2 communes principales, Coutances et Valognes. Stéphane Travert, vous êtes élu sur ce territoire depuis 2012. Quand on regarde les scores des européennes, avec un RN qui est au plus haut, près de 33% des voix sur votre secteur, qu'est-ce que vous dites que ce siège n'est pas gagné, il est même en danger? Bon, moi, je me dis que nous devons continuer à aller convaincre les habitants de ce territoire que ce que nous faisons va dans le bon sens. Aujourd'hui, le département de la Manche, dans sa globalité, connaît le plein emploi. Mais peut-être que, à côté de ça, vous avez beaucoup de gens qui s'interrogent sur là où on les emmène, le cap qu'on veut définir avec eux. Beaucoup de gens qui ont peut-être le sentiment que une histoire de ressenti, vous savez, c'est comme le froid, il fait 5 degrés, mais vous avez un ressenti à moins 10. Et beaucoup de gens qui sentent qu'on ne les entend pas, ou on ne les écoute peut-être pas suffisamment. Le sentiment de déclassement, parce que nous sommes dans un territoire rural. Et donc, il faut l'entendre. Et pendant cette campagne, pendant ces 15 jours de campagne, très très rapide, je pense que ce qu'il fallait faire, c'était vraiment écouter ces électeurs et entendre leur message et leur dire toute la confiance que nous avons en eux pour porter les valeurs de progrès et de solidarité qui sont les Alors, on va essayer de répartir le temps de parole parce que même si nous ne sommes pas à la seconde près, malgré tout, il y a des chronos qui tournent en régie et on essaie de répartir la parole en fonction des candidats de manière la plus équitable possible. Gaël Vérov. Vous êtes candidat Nouveau Front Populaire, Parti communiste. Pardonnez-moi, mais il y a 2 ans, vous aviez échoué au second tour face à Stéphane Travert, et 6 000 voix d'écart. Qu'est-ce qui ferait que cette fois-ci, ça serait la chance que vous attendez? Eh bien, tout à l'heure, M. Travert disait prononcer un satisfecit sur sa politique. Il faut entendre quand même dans la circonscription la colère des habitants. Et c'est ce que nous
faisons quand nous allons à leur rencontre sur les marchés, dans les porte-à-porte. Ils nous disent que leurs conditions de vie se sont dégradées, le pouvoir d'achat s'est effondré. Et je pense que le Front populaire, le nouveau Front populaire, et à travers ma candidature, porte cet espoir de justice sociale, de justice fiscale, de justice environnementale. Et c'est une réponse au projet du gouvernement, mais aussi à l'extrême droite. Christian Guyot, vous représentez le parti Reconquête. Tout à fait. Je vais être assez brutal, excusez-moi, par rapport aux résultats des dernières européennes. Quand je regarde ce qui s'est passé, Reconquête ne fait pas des gros scores sur cette circonscription. Hein. On ne vous voit même pas, là vous êtes autour de 4%. 4,77, c'était. Ouais. Tout à fait, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Nous n'avons que 2 ans d'existence. Donc, il a quelque temps encore, tout le monde disait que nous allons avoir aucun député européen. Oui. Donc, bon, on l'a fait, effectivement. Bon, on a fait 5%, c'est le minimum, mais petit à petit, Reconquête se construit. Alors, si vous n'êtes pas qualifié, je vous pose la question tout de suite, au second tour, quelle sera votre stratégie? Est-ce que vous appellerez à voter pour un des candidats qui serait autour de cette table? Je pense que Reconquête déjà était pour l'Union des droites dès le début. Donc si vraiment ça se reproduit, il y a une forte chance que ça sera ça. Mais pour l'instant, rien n'est fait. C'est-à-dire que vous reporterez vos voix sur le candidat qui est absent, Pierre Géry, c'est ça? Si on le voit un jour, oui, tout à fait. Bon, pour être clair. Okay. Stéphanie Maubé, vous vous êtes lancée dans ces élections, vous revendiquant sans étiquette. Comment vous pensez pouvoir convaincre? On a un nouveau Front populaire, on a la majorité présidentielle, vous, mais pas de formation politique derrière vous. Alors, l'actualité nationale me paraît assez convaincante en termes de repoussoir des 3 gros blocs politiques qui sont désormais irréconciliables. En fait, c'est affreux. Moi, je suis comme tous les Français. Tous les jours, en allumant la télévision ou en écoutant la radio, je suis affligée et horrifiée des rebondissements, des tambouilles politiciennes. Enfin, je pense que c'est ça qui a provoqué beaucoup d'écœurement, beaucoup de découragement de la part de nos électeurs. Donc, mon pari, il est effectivement de me présenter de manière indépendante, ce qui ne veut pas dire de manière isolée, puisque des députés indépendants, il y en avait déjà dans la précédente mandature. Ils constituent un groupe politique, ce qui leur permet d'être aussi efficaces que n'importe quel autre député. Ils peuvent siéger dans les commissions, ils proposent des lois, ils interpellent le gouvernement. Et je pense que cet ancrage local que j'incarne, à la fois par mon métier d'agricultrice, d'abord, puisque là, on a vraiment les pieds dans le local, en tant que maire de l'Essai depuis 4 ans, et puis en tant que conseillère régionale, ces ancrages locaux-là, ce sont toute ma légitimité, parce que je suis identifiée par nos habitants. Je pense être positivement identifiée parce que je suis perçue comme plutôt sincère. Et cette indépendance-là, pour moi, elle est aussi le gage pour eux de leur dire, écoutez, quoi qu'il arrive dans l'avenir, moi, je n'écouterai pas des consignes de vote. J'obéirai pas à un chef de parti. C'est une circonscription qui n'échappe pas au problème de pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'elle est très longue et que pour se déplacer, on n'a pas forcément le bus qui passe devant sa porte. Il faut prendre la voiture. Pour aller travailler, il faut prendre sa voiture. Pour aller faire ses courses, c'est la même chose. C'est une circonscription, on l'a observé aussi, qui est plus pauvre qu'ailleurs par rapport à celle qui est au-dessus, la circonscription du Nord-Cotentin, par exemple, et la ville de Cherbourg. Qu'est-ce que vous dites justement aux gens qui nous écoutent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils proposent pour nous qui sommes obligés de payer tous les mois? Gaëlle Vérove. Alors, c'est vrai que notre circonscription, il y a beaucoup de travailleurs pauvres, de travailleurs modestes qui ont des revenus autour du SMIC. Nous, 18% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous, ce que nous voulons, avec le nouveau Front populaire, c'est dès le mois de juillet, faire de ce problème du pouvoir d'achat une urgence sociale. C'est évidemment la hausse des salaires, et notamment avec la hausse du SMIC à 1 600 €, le blocage des prix sur les denrées alimentaires et sur les produits de première nécessité, mais aussi sur l'essence, et puis une meilleure répartition de l'impôt, avec un impôt plus progressif, en passant de 14 tranches, de 5 tranches actuellement à 14 tranches, pour, ça veut dire pour que les hauts revenus au-dessus de 4 000 € soient plus imposés, et au contraire, les petits revenus les plus faibles, les petites tranches, soient moins imposés et payent moins d'impôts. La solution demain, justement, pour redonner du pouvoir d'achat, des services
un peu d'air à ces ménages, c'est d'augmenter les impôts, Stéphane Travert? Non. Parce que nous avons besoin de stabilité fiscale pour les ménages. Nous avons besoin de justice fiscale. Nous avons besoin de stabilité fiscale pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. L'engagement, il est clair, c'est de ne pas augmenter la fiscalité. Pour autant, il faut que le travail paye. Nous sommes, vous l'avez dit tout à l'heure, dans un territoire où il y a beaucoup de salariés de l'agroalimentaire et beaucoup de salaires moyens au niveau du SMIC, voire un petit peu plus. Mais comment faire pour que le travail paye mieux aujourd'hui ? La question du plein emploi, elle est posée aujourd'hui, elle est là, et donc cela permet quelque part d'avoir une augmentation de salaire qui n'est pas négligeable dans la négociation qu'il y a avec les chefs d'entreprise, et ils le savent. Pour autant, nous avons eu affaire à un phénomène d'inflation qui a grévé le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc à travers un certain nombre de dispositifs... Mais il y a cette colère, Stéphane Travert. Oui, cette colère, mais bien sûr, sur le pouvoir d'achat, mais nous sommes interpellés très régulièrement sur cette question, et c'est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide. C'est le bouclier tarifaire sur l'énergie, sur les primes pour aider à acheter du carburant, notamment pour les travailleurs les plus en difficulté, pour qu'ils puissent se rendre à leur travail. Ce sont un certain nombre de dispositifs qui ont été là pour servir de bouclier, pour les protéger justement pendant cette crise qui a suivi à la fois le Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, Stéphanie Maubet, vous, député, demain, vous dites quoi devant vos collègues de l'Assemblée nationale? Vous proposez quoi? Quels amendements? Quelles propositions de loi vous faites en faveur du pouvoir d'achat, en faveur des habitants de votre circonscription? Alors, le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui est très vaste. Et moi, je le dissocie parce que ça touche à de nombreux domaines. Des réponses précises. Voilà, mais il y a comment dire, dans la manière d'aborder ce problème qui est très, très vaste et qui touche tous les aspects de la vie, moi, j'ai identifié 5 fondamentaux de la dignité humaine. Des nécessités absolues qui sont se loger, se chauffer, se nourrir, se déplacer et se cultiver. Ça, pour moi, ce sont ce à quoi on doit pouvoir aspirer et que n'importe quel salaire, même un bas revenu, évidemment. Voilà, n'importe quel revenu en début de carrière ou le SMIC doit permettre d'assurer ces 5 fondamentaux de la dignité humaine. Alors pour vous situer ça simplement, politiquement, est-ce que vous dites que s'il y a une proposition d'augmenter le SMIC à 1 600 € net par mois, c'est quelque chose que vous pourriez soutenir? Alors, l'augmenter un petit peu, pourquoi pas, mais l'augmenter démesurément, non, parce que je pense que c'est pas tant d'avoir un salaire bas en début de carrière qui importe, c'est le fait qu'on puisse avoir des perspectives d'évolution et que ce salaire, il puisse progresser, il puisse évoluer d'année en année. 1 600 €, c'est trop. Alors, je pense que nos commerçants, nos agriculteurs, nos petites entreprises, ils ne vont pas pouvoir. Donc, je ne pense pas que ce soit ça la clé. Christian Guyot, sur cette question justement du pouvoir d'achat et des salaires dont on parlait. Pour les salaires, nous, en fait, chez Reconquête, nous proposons pour les salaires du SMIC jusqu'à 2 000 € d'enlever la CSG pour redonner un souffle d'air. Maintenant, concernant l'énergie, nous sommes pour la sortie du marché européen régulé, l'AREN. Il faut savoir que nous avons notamment dans le département une filière électronucléaire qui est de pointe, qui est un bijou, qui nous permet de produire le mégawattheure à 60 €. Et avec l'AREN, on le paye le double. Sauf que c'est les Français aussi, avec leurs impôts, qui ont payé les centrales nucléaires. Donc, alors, cette circonscription, on en a parlé il y a quelques instants, c'est une circonscription très rurale, où les moyens, le niveau de vie est peut-être moins élevé qu'ailleurs. Il y a un certain nombre de fermes également. L'agriculture, l'agroalimentaire, ça fait partie des piliers justement de cette circonscription Coutances-Valognes. Le nombre d'agriculteurs est en chute libre. Écoutez cet habitant qui vous interpelle. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on va reconnaître véritablement le travail effectué par nos paysans et l'investissement qu'ils ont et de la passion qu'ils ont et du besoin dont on a besoin, le besoin viscéral que nous avons vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'un jour, on va reconnaître le travail des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur métier? Je vais m'adresser à Stéphane Travert, ancien ministre de l'Agriculture. Quand on entend ces témoignages, et notamment cette crise que traversent ces exploitants, on se dit, mais rien n'a été fait depuis des années. Ce n'est pas vrai.
Je crois qu'il faut reconnaître l'agriculture comme un élément majeur de notre société. Et l'agriculture est un secteur qui traverse des crises, quelles que soient les filières et quels que soient les territoires. Pour autant, nous avons eu des réponses à ces différentes crises. D'abord, la question du revenu. Comment faire pour que demain, nos agriculteurs puissent vivre décemment de leur travail? Comment travailler avec les dispositifs type Egalim qui ont été mis en place, Egalim 1, Egalim 2, qui reprend un certain nombre de problématiques avec lesquelles... pour les agriculteurs avec lesquels nous avions travaillé, et puis un projet de loi d'orientation que nous venons de porter, qui est bloqué aujourd'hui, peut-être sera-t-il examiné au Sénat, et qui oriente notre agriculture demain sur le renouvellement des générations, parce que nous avons besoin de renouveler ces générations, d'installer des nouvelles générations. Pour décrypter votre message, vous dites laissez-nous un peu de temps, on va régler tous les problèmes les uns après les autres. Du temps, c'est comment on aborde aujourd'hui dans un moment où nous sommes face à une transition climatique, comment nous anticipons ces changements? Comment demain nous emmenons notre agriculture avec ces changements climatiques? Comment nous travaillons sur la question du revenu, le renouvellement des générations? Comment nous travaillons sur la formation des agriculteurs? Et comment demain nous assurons que notre souveraineté alimentaire soit pleinement assurée sur le territoire national et sur le territoire manchois? La ferme France et dans la ferme Manche aujourd'hui est un atout essentiel de notre économie. Gaël Vérove, oui, l'agriculture, c'est un dossier qui est à la fois au croisement de l'écologie, de l'alimentation, de l'économique. C'est vrai que, par exemple, sur le dossier de désinstallation, on a un tiers des jeunes qui renoncent à leur projet au niveau national et plus de 60% des porteurs de projets qui sont notamment non issus du monde agricole. Nous, c'est d'abord le problème des revenus des agriculteurs qui nous préoccupe, c'est le revenu agricole. C'est le revenu agricole. Mais comment on y répond très concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? On oblige. Est-ce qu'on oblige, par exemple, il faut un prix plancher. La grande distribution. On a fait la loi, Stéphane Travert l'a rappelé, la loi Egalim 1, la loi Egalim 2. Il y a toujours, en fait, des cas où les grandes surfaces ne jouent pas le jeu. Il y a eu des contrôles et certaines ont été sanctionnées. Comment on fait pour que ça soit respecté, que les exploitants vivent de leur métier? Nous sommes pour l'établissement de prix plancher. On ne peut plus, les agriculteurs ne peuvent plus avoir de vente à perte. Et ce prix plancher, il doit vraiment comprendre à la fois le revenu, le coût de production et la protection sociale. Le deuxième enjeu, c'est l'accès au foncier. L'accès au foncier, il est urgent de s'en occuper parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui partent à la retraite. On a besoin de renouvellement, on a besoin d'emplois qui font sens et l'agriculture peut être créatrice d'emplois. Et une loi qui facilite l'accès au foncier pour les jeunes qui veulent s'installer est indispensable. Est-ce que je peux me permettre une question? Est-ce que vous dites, puisque vous avez devant vous l'ancien ministre de l'Agriculture, est-ce que vous dites que pendant 7 ans, le travail n'a pas été à la hauteur, très concrètement? Puisque vous voulez faire autrement. Oui, je pense que le travail sur l'agriculture n'est pas à la hauteur. On voit bien cette année, cet hiver, avec le mouvement des agriculteurs, que le problème du revenu, il est au cœur de leurs préoccupations. Et ce problème du revenu, il n'est pas résolu, d'autant plus que la politique agricole commune favorise les grosses exploitations. Plus on a d'hectares, plus on a de primes. Et le problème dans la Manche, c'est que nous avons des petites exploitations, des fermes, et le revenu des agriculteurs est bas. C'est 10 milliards d'euros de retour sur la politique nationale française grâce à la PAC. Attention au prix plancher, parce que souvent le prix plancher peut devenir le prix plafond. Et c'est vers cela qu'on ne doit pas tendre. C'est pour ça que nous avons mis en place les indicateurs de coûts de production. C'est pour ça qu'on a mis en place les plans de filière, justement pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne, de l'amont jusqu'à l'aval, puissent définir entre eux les niveaux de prix autour desquels demain, ils ne travailleront plus à perte. Stéphanie Mauvais, vous l'avez rappelé vous-même, éleveuse de moutons. Vous aviez une autre vie avant, on ne va pas refaire tout le parcours, mais vous êtes arrivée en Normandie d'abord comme agricultrice, éleveuse de brebis, devenue mère de l'essai.
quand vous entendez les témoignages des autres agriculteurs sur le terrain qui disent on n'y arrive plus, on vit pas, on a des dettes, on passe notre temps à faire des paperasses, vous dites quoi? C'est quoi la solution? Si vous étiez j'ai pleine empathie parce que je sais ce qu'ils vivent. Moi-même, j'ai vécu sous le seuil de pauvreté pendant 8 ans grâce au RSA, alors même que je travaillais 10 heures par jour pour le lancement pour la création de mon exploitation. Donc je sais ce que c'est que de rembourser des emprunts énormes pour des coûts qu'on n'a pas le choix de ne pas faire. Quand on doit créer un outil de production, c'est énorme. La valeur travail, c'est la clé dans le monde agricole. C'est-à-dire que la valeur d'une heure travaillée est absolument différente du reste du droit du travail. Je dirais presque que chaque heure travaillée par un agriculteur, il perd de l'argent. Et donc, on est effectivement complètement tributaire de l'argent de la PAC, des aides de la PAC. Ouais. Et ça, c'est important de le redire de manière très claire à tous nos citoyens, parce que pour eux, c'est parfois difficile à entendre en ayant l'impression que leur agriculture, que l'économie agricole est sous perfusion d'argent public. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est important pour eux de comprendre. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Ce sont ces aides publiques qui leur permettent de manger à un coût raisonnable. C'est grâce à ça que s'offrir de la viande est encore possible. Si on n'avait pas les aides de la PAC, la viande coûterait 3 ou 4 fois plus cher à tous nos habitants. Donc la PAC est utile, donc c'est évident. L'agriculture et l'Europe sont des dimensions indissociables qui permettent de manger relativement qualitativement bien, même s'il y a des efforts à faire dans plein de domaines. Mais Europe et agriculture, c'est même combat. On va passer à une autre thématique qui intéresse le quotidien de ces habitants de cette circonscription Coutances-Valognes. Ça concerne la santé et notamment la prise en charge de nos aînés. Écoutez cette question justement. Je suis professionnelle de santé en EHPAD et ma question est comment comptez-vous rendre attractif notre profession comme nous manquons cruellement de monde pour pouvoir soigner correctement nos anciens? Voilà, comment on fait pour recruter du personnel pour continuer à soigner nos anciens? Christian Guyot, je vous ai pas beaucoup laissé la parole pour sur cette question. J'attends. Il faut recruter et puis il faut aussi rendre le métier attractif, notamment avec les infirmières libérales et tout, de leur permettre une augmentation de 12%. Parce que les infirmières... Mais dans la réalité, en fait, on a, je vais dire peut-être une bêtise, mais 80 résidents d'un EHPAD qui ont besoin d'être accompagnés, de se faire soigner. On manque de personnel, il y a des abandons, hein, il y a des gens qui démissionnent. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à servir ces patients? Vous avez une solution? Le salaire? Le salaire, oui, le salaire et les conditions de travail, parce que effectivement, c'est la principale raison de ces abandons de postes entre guillemets. Et il y a aussi la gestion aussi du personnel qui peut laisser à désirer. J'ai eu l'exemple, moi, l'histoire d'une jeune fille qui était très motivée, qui n'a pas eu son contrat renouvelé. Pour des simples questions de budget. Alors nous sommes dans une circonscription qui vieillit aussi. Quelle réponse on apporte? Parce que demain, il faudra bien s'occuper de ces aînés. Le témoignage qu'on a entendu nous fait penser qu'il y aura un déficit. Il y a déjà un problème de personnel. Comment on résout ça, Gaëlle Vérove? Alors, il y a un déficit de personnel dans les EHPAD. Il faut investir pour la santé des aînés, comme pour toutes les couches de la population. On a actuellement des endroits de la circonscription qui n'ont pas de spécialistes, et les aînés ont besoin de spécialistes, qui n'ont pas de médecins généralistes, et nos aînés ont besoin de généralistes, comme l'ensemble de la population. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que tout au long que cette chaîne de soins, et qu'on traite le problème à la racine. C'est d'abord, dès juillet, organiser une conférence sur l'hôpital public pour prévoir des recrutements, donner aussi les moyens aux facultés de médecine d'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions, parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui partent à l'étranger pour étudier, et les facultés doivent avoir la possibilité d'accueillir ces étudiants dans de bonnes conditions. Il faut aussi une répartition équitable des médecins sur le terrain, notamment en signant des conventions de régulation. Et puis, dernier point, il y a des solutions. Il faut créer, par exemple, des centres de santé où plusieurs professionnels
de plusieurs disciplines peuvent exercer ensemble, collaborer, et c'est un choix des médecins et des patients. Des moyens que l'on met et comment on se fait soigner dans cette circonscription, en prenant un exemple très concret. La clinique de Coutances, que vous connaissez bien, a été placée en liquidation judiciaire il y a un mois. Elle assurait quelques 500 consultations par semaine. Aujourd'hui, donc, elle est sous le coup d'une fermeture. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce que vous faites pour ces 500 patients qui ne peuvent plus avoir de consultation et de suivi médical? Moi, j'aurais bien Stéphanie répondu Maubet. Non, mais sur cette question-là, parce qu'on ne va pas revenir. J'aurais bien répondu à la question précédente qui était très intéressante sur l'EHPAD, la santé et le grand âge. Le grand âge, pour moi, il ne faut pas le restreindre à l'EHPAD. Il y a des choses intermédiaires qui existent quand on est en perte d'autonomie. Il y a plein de choses avant l'EHPAD. Il y a des expériences très intéressantes sur tout ce qui est résidence autonomie, maison AGV. Enfin, on peut être très âgé et puis ne pas être totalement dépendant d'un point de vue santé. Parce que là, on a un problème qui est en cours de gestion. On essaie de trouver des solutions cette semaine pour ces 500 patients qui ne peuvent plus se faire suivre parce que la clinique ferme. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous leur dites, vous qui briguez ce poste de député? Alors moi, je fais partie, comme beaucoup de Français, de ceux qui n'ont plus de médecin généraliste et qui n'ont pas vu un seul médecin depuis des années. Donc là aussi, je mesure à quel point c'est un sujet difficile. Je sais que la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage prend ce problème à bras-le-corps parce que ça fait partie des établissements clés et de l'attractivité de ce bassin de vie. Dans l'optique de reprendre les murs et puis d'avoir un rôle en fait de portage, le temps de recréer un projet qui soit destiné à répondre aux besoins des habitants. C'est ça. Mais si je peux me permettre, sur la partie santé, ce qu'on constate en tant qu'élu local, c'est une multiplicité d'échelons. Et là, le millefeuille administratif, il ne sert pas du tout à aider et à faire avancer le dossier. Entre la responsabilité des communes, des communautés de communes, du département, des régions et de l'État, en fait, c'est vraiment la nécessité de simplification, elle est urgente. Sur ce dossier-là. Mais sur cette question particulière de la clinique de Coutances, qui est un drame pour l'ensemble des salariés de cette clinique. Cette clinique, elle appartient à un groupe qui a fait de la cavalerie financière avec l'ensemble de ses établissements. Aujourd'hui, il y a une fermeture, effectivement, de la clinique de Coutances. Et aujourd'hui, nous avons l'intention de nous battre pour assurer une coordination et une offre de soins qui reste cohérente parce que nos concitoyens et les habitants de cette circonscription et du Coutançais, ils en ont besoin. Donc, nous devons assurer une coordination avec à la fois les missions de l'hôpital public, les missions et la coordination avec la médecine de ville, la régulation avec les urgences. C'est-à-dire que nous devons, avec les élus locaux, avec la communauté d'agglomération, la CMB... Donc vous engagez à bien sûr, mais on a commencé à travailler. On n'a pas attendu les élections, bien évidemment, pour commencer à trouver des solutions. Ça fait des semaines que nous sommes aujourd'hui engagés pour trouver des solutions, pour faire en sorte qu'ici, à Coutances, il y ait une offre de soins, bâtir une offre de soins nouvelle et complémentaire de celle de l'hôpital public. Et moi, je veux rendre hommage aux agents de l'hôpital public parce que, vous voyez, ce matin, tout à l'heure, en venant ici à Caen, dans la voiture, j'ai eu un appel des infirmières de l'hôpital de Coutances. Nous avons un médecin à Coutances, à l'hôpital public, qui va partir en retraite. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le remplacer. Et là, c'est un sujet sur lequel nous devons bien évidemment travailler et trouver des solutions, et nous les trouverons. On arrive à la fin de cette émission. Simplement, quel message vous voulez apporter aux gens qui nous écoutent et qui doivent se déterminer dimanche? Quelle sera votre priorité? En 10 secondes, voilà. Gaëlle Vérove. Eh bien, notre programme, c'est un programme réparateur. C'est un programme qui répond aux besoins de la population en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'agriculture et de proximité des services publics et de justice fiscale. Stéphanie Maubet. Moi, je défends ma candidature qui est indépendante et qui est basée sur le bon sens, le pragmatisme et surtout pas sur une France divisée dont les partis n'arrivent plus à dialoguer entre eux pour l'intérêt général. Christian Guyot, pour Reconquête. Donc moi, pour Reconquête, je défends en fait nos militants parce que pour qu'il y ait une représentation aux élections quand même. Je tiens aussi à préciser que Reconquête n'est pas considéré extrême droite par la place Beauvau et le préfet. Et Stéphane Travert, mais en 10 secondes. En 10 secondes, allez. Candidature de rassemblement pour apaiser la société, porter des projets d'avenir autour de la liberté, la solidarité et le progrès. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Je
présente les autres candidats qui seront face à vous. Pierre Giry pour le Rassemblement national associé au LR, Aurélien Verleyen, Equinox, Mansour Ayouti pour Lutte ouvrière, Johan Kennel pour Debout la France. Voilà, merci d'avoir participé à ce débat diffusé à la fois sur France 3 Normandie, mais également sur les antennes de France Bleu. Nous nous retrouverons dimanche soir pour le verdict des urnes à suivre sur nos antennes. Bonne soirée sur la 3 et sur France Bleu et à dimanche.